Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a ici à CPL Télévision avec un invité sur le plateau. On met ces questions sur la table et nous tentons de les décortiquer. L'actualité politique dans le pays reste dominée par la destitution d'Izoé Kabila, jeune frère de messieurs Joseph Kabila, ancien président de la République. Quelle interprétation faut-il faire de cette destitution? On en parle dans cette émission. Félix Tshisekedi, lui, il est toujours dans son état de siège. Le président de la République a donc lancé l'état de siège. Et avant-hier, des gouverneurs militaires ont été nommés. On parle des anciens rebelles. Pour quelle cause? On parlera aussi de la société avec notamment le marché de la liberté, la gestion de ce marché-là, avant de revenir aussi sur Jean-Pierre Bemba. Ça brûle dans la famille Bemba entre Jean-Pierre, Caroline et les autres sur des questions liées notamment à la succession. Et l'invité sur ce plateau que vous connaissez, que vous avez l'habitude de suivre, Yves Bouya. Yves Bouya, bonjour. Bonjour Perrault. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Journaliste, éditorialiste. Vous travaillez chez CNews, le New Look. CNews On. CNews On. Et je rappelle que vous êtes proche de Martin Fayoulou. Vous êtes plutôt un Fayoulou. Oui, non, ce qui est vrai, je suis journaliste. Je garde jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, ma carte de l'UNPC. Qui court encore là très valide. Certes, c'est vrai, je partage des convictions jusqu'à preuve du contraire, je l'ai redit pour la deuxième fois, qui sont très proches de Martin Fayoulou Madidi. Et c'est très normal pour un citoyen congolais, au-delà de ce qu'il exerce comme profession, c'est aussi légitime pour un citoyen d'avoir des convictions. Donc moi, mes convictions, c'est des convictions pro-Martin Fayoulou. Donc vous êtes dans la liste de ces journalistes qui font la honte de ces métiers, qui sont colorés, qui reçoivent de l'argent à gauche et à droite. Donc vous n'avez pas honte d'être présenté comme un journaliste. Non. J'ai dit que c'est des convictions que j'assume comme citoyen congolais. C'est très normal pour moi d'être citoyen congolais, de surcroît, de développer des convictions. C'est très normal quand tu vas... par exemple en Europe, toi tu as beaucoup voyagé, tu as même fait les États-Unis, l'Europe, tu vois, il y a des médias pro-gauche, pro-droite, pro-républicain, pro-démocrate, c'est très normal, c'est des convictions. Mais le mieux dans ça, c'est de travailler pour l'élan patriotique et démocratique. Yves Bouya, le 3 mai dernier, c'était la journée internationale de la liberté de la presse. Vous êtes journaliste. Comment jugez-vous la question de la liberté de la presse? J'ai lu un rapport accablant des jeunes. Est-ce que vous pensez que avant Kabila égale après Kabila, sommes-nous en train de stagner? On avance ou on recule en matière de liberté d'expression de la presse? Nous ne sommes pas sortis de l'auberge, Perrault-Louara, même après cette alternance négociée. Les mêmes méthodes, les mêmes pratiques du temps de Kabila, ce sont les mêmes méthodes que nous vivons du régime, soit pendant les moments du régime de Tshisekedi. C'est toujours la répression, c'est toujours les intimidations, les arrestations. Toi, tu en es victime presque tous les jours. J'étais accompagné récemment dans les installations du général Silvano Kasongo. Tu as passé des heures et des heures. C'est moi, des fois, c'est Israël Mutombo, des fois c'est Izouba. Donc je vous dis... Donc on n'est vraiment pas, c'est pas les bouts du tunnel. Nous ne sommes pas sortis du bout du tunnel, nous sommes toujours là. J'ai recensé 223 cas de répression sur des violences faites aux journalistes. C'est quand même trop, 223 cas, c'est quand même trop. Sous les règnes de Tshisekedi, qui pourtant nous avait promis, nous journalistes, lors du 3 mai de l'année passée, qu'il fera de la presse, qu'il fera de son mieux pour que la presse joue réellement son rôle de quatrième pouvoir. Mais jusque-là, ce ne sont que des paroles mortes et des promesses vaines du président de la République. On ne voit pas ces journalistes travailler sans être inquiétés. On ne voit pas l'UNPC, bien que je vois les mesures patauger toujours. Déjà, quand tu vois l'actuel ministre
de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Je ne peux pas m'attaquer à lui, mais je je le sens. Mais il a quand même promis de travailler dans le cadre de la dépénalisation des délits de presse. Mais il va vous ne croyez pas que... Non, moi j'y crois pas trop. On veut que ça soit son combat. C'est notre combat. Nous avions dit ça à la première dame. La première dame nous avait donné son cutus pour dire que nous allons vous accompagner. Vous en avez parlé avec la première dame? À Mwanda, lors du congrès, à Mwanda, elle avait dit ça. Elle avait même cité ça dans son speech, qu'elle allait accompagner les journalistes. J'ai vu le nouveau ministre arriver, Patrick Mouyaya, qui en fait son cheval de bataille. Moi, je veux qu'il puisse avancer. Mais là où j'ai mis quand même un bémol, quand je vois les ministres Patrick Mouyaya célébrer avec faste la journée internationale de la presse, avec une structure j'aide à Béatrice Hôtel, moi j'ai dit que c'est quand même le ministre de la communication et des médias a quand même tapé à côté, à l'idée où j'aide n'est qu'une structure au sein de l'UNPC. L'UNPC est la structure officielle qui engage... Il devait le faire avec l'UNPC. Avec l'UNPC. Mais si l'UNPC n'a rien organisé, Patrick n'a fait que répondre à l'appel. C'était une invitation qu'on lui a donnée. L'UNPC avait organisé une manif à l'hôtel Africana Palace. Mais lui est allé répondre. Il a même donné un grand discours, un grand speech. Je peux en relayer à la RTNC qui est les médias publics. Il a répondu à une invitation des jeunes. Moi, j'ai dit aux responsables de l'UNPC, je cite ici Gabi Kouba, je cite ici Jean-Marie Kassamba, et tant d'autres. Jean-Marie Kassamba, je cite ici Jean-Marie Bassa aussi, je leur ai dit, Africana Palace. Mais pourquoi vous pouvez accepter que le ministre aille célébrer la journée internationale de la presse? Est-ce qu'ils ont adressé une invitation au ministre? C'est aussi ça la question. C'est aussi ça la question. Non, écoutez, quand déjà on est là, il ne faut pas me dire, quand l'UNPC célèbre la journée internationale de la presse, sans pour autant, je ne vois pas l'UNPC n'est pas envoyé une invitation au ministre du tutelle. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Il y a les prix Tchupoupou qui a été remis à notre confrère Félix Abeli. Mais moi, je ne vois pas les ministres ne pas participer à la journée internationale de la presse, ne pas vouloir répondre à une invitation de l'UNPC. J'ai dit ça à Gabi Kouba, j'ai dit ça à Jean-Marie Kassamba. Ils ont dit non, ils m'ont même dit en privé, moi je suis journaliste, j'ai notre objectif est clair. Ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que les Patrick Mouyaya doit étaler, célébrer cette journée avec GED. Non, mais le problème, c'est pas Patrick Mouyaya, c'est vous-même. Pourquoi GED aussi a organisé alors que l'UNPC a organisé? Non, il fallait, à la limite, Patrick Mouyaya, qui est ministre du tutelle, il sait que l'UNPC, c'est la seule structure habilitée qui répond directement de l'UNPC. L'UNPC, c'est la structure officielle qui gère la corporation. La structure officielle est reconnue par l'État des Congolais pour délivrer même les cartes. GED n'est qu'une structure qui œuvre comme Rajek nous. C'est comme une structure, c'est une simple structure. Et l'UNPC a même les droits, pour ton information, de retirer l'agrément à GED. L'UNPC a ses pleins pouvoirs. Alors moi, à mon avis, j'aurais souhaité voir les ministres Patrick Mouyaya, aujourd'hui qui innovent via ses idées. J'ai dit merci, bravo, vraiment, ce qui puisse avancer. Célébrer cette journée avec l'UNPC, pas avec GED, qui n'est qu'une structure au sein de l'UNPC. Alors je pense que prochainement, les ministres, je crois pour encore 2-3 ans... Ah, vous n'êtes pas dans les secrets de Dieu, hein, vous n'êtes pas dans les secrets de Dieu. Je pense que prochainement, les ministres... Bon, on les lui souhaite, monsieur Mouyaya, on vous souhaite. Je pense que prochainement, les 3 mai de l'an prochain, je pense qu'il pourra réparer cette bourde et discuter avec l'UNPC, qui est la structure habilitée pour célébrer même la journée internationale de la presse. Parce que quand on parle aujourd'hui de la presse au Congo, il y a une seule structure officielle qui engage aujourd'hui les journalistes, c'est l'UNPC. Donc au-delà de ça, j'ai dit à l'actuel ministre, je lui dis, je lui souhaite plein succès à lui, déjà avec ses idées sur la dépréhension des délits de presse. C'est un combat auquel tous rêvions aboutir, que ce combat puisse aboutir. Je vois qu'il tient les taureaux par la corne. J'entends de lui des braves décisions et que pour ça, nous allons l'accompagner. Yves Bouya, vous êtes journaliste et analyste politique.
Zoé Kabila, le jeune frère de M. Joseph Kabila, ancien président de la République, sénateur à vie, a été destitué ce matin par l'Assemblée provinciale. J'ai les résultats ici. Sur 23 députés provinciaux, 13 ont voté le départ de Zoé Kabila. Quelle interprétation vous faites de ces camouflés du frère de Joseph Kabila? D'abord, écoutez, Perrault, je vous ai dit là-bas, c'est une vague du Grand Katanga. Ça, nous devons comprendre ça. Parce que Tshisekedi aujourd'hui veut contrôler les Grands Katanga. C'est une province vraiment stratégique économiquement. Notre économie, nous avons une économie non diversifiée qui repose sur les minerais. Et vous savez que tous nos gisements miniers reposent soit logent au Katanga. Et bien que cette province ait été démembrée en 4, nous avons le Grand Katanga, le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Lualaba et Olomami. Et comme ça a déjà commencé avec Zoé Kabila qui est parti, on l'accuse d'une incompétence notoire des gestions. Il est incapable de gérer sa province. Il ne sait pas mener un débat public avec les députés provinciaux. Déjà pour rendre compte de sa gestion, ça pose problème. Mais je me dis oui, on peut dire oui, il est parti. Il est parti, bravo. Mais en quoi est-ce que Maouéja, Zoé Kabila est-il différent de Maouéja qui était aussi parti? Mais quand même, Zoé Kabila, moi, je ne ferai pas des éloges de Zoé ici, mais je vois quand même dans les images, c'est une personne qui a quand même donné l'élan de développement de cette province, le Tanganyika. L'élan. C'est ça le vrai problème. On doit comprendre les vrais problèmes, où se situent les problèmes. Est-ce que vous pensez que stratégiquement c'était normal que Zoé Kabila parle? Parce qu'on peut tout dire, mais les images, vous citez les images. Zoé s'est quand même montré en bâtisseur. Le Tanganyika d'hier, d'avant Zoé, n'est pas le Tanganyika d'aujourd'hui. Ceux qui ont visité Kalemi hier et qui les visitent aujourd'hui se mordent le doigt quand on apprend que Zoé Kabila a été débarqué. Moi, je peux dire, c'est comme si Baloubaka, je préfère avoir un voleur, un pillard de la République, qui te vole l'argent de la République, mais qui construit ça, qui construit au bénéfice de la population. Je peux accepter ça. Il a donné l'élan, Zoé Kabila. Mais quand il dit, moi j'apprends qu'il est parti, je me dis, mais il y a anguille sous roche. Il faudrait voir aujourd'hui les dessous des cartes. Non, mais il semble que le dessous des cartes, c'est les lithium que Zoé Kabila est parti. Demain, ça sera Richard Mouyej avec le Lualaba. Mouyej va partir aussi? Je te dis, Mouyej partira. Il est ici. Depuis qu'il est revenu de l'Afrique du Sud, il n'a jamais mis ses pieds au Lualaba. C'est Fifi Massoura qui gère, qui a déjà fait allégeance à Tshisekedi. Certes, Richard Mouyej partira. Après Richard Mouyej, je te l'ai dit, ça sera Jacques Kiaboula. Il partira aussi, bien qu'il lui aussi ait adhéré à l'Union sacrée. Ici à Kinshasa, on les traite déjà comme d'agent double. Ce n'est qu'une mascarade, une couverture de l'Union sacrée. Il partira aussi. Donc c'est des provinces que M. Tshisekedi veut contrôler. À contrôler totalement. À contrôler mordicus. Les cas des Zoé, c'est quand même un cas très complexe. Comment vous savez aujourd'hui, les lithium, c'est une province qui regorge aujourd'hui les lithium. Le Tanganyika. Le Tanganyika. Quand on te parle de lithium, les lithium aujourd'hui, vous voyez, nous avons aujourd'hui une guerre de l'énergie avec les véhicules électriques. Ça fabrique les batteries électriques. Ça fabrique les batteries électriques avec nos téléphones. Et j'apprends de mes sources du temps de Kabila. Kabila avait, je confirme pas, mais selon les sources crédibles. C'est le vocable. Selon mes cas, Kabila avait négocié, Joseph Kabila Kabange avait négocié un grand marché avec les Australiens. C'est la raison pour laquelle il avait placé son frère Zoé Kabila à la tête du Tanganyika. Donc l'enjeu, c'est les lithium qui fabriquent aujourd'hui les voitures électriques, les véhicules. Donc Tshisekedi débarque Zoé Kabila pour contrôler les lithium, selon vous? Le problème, ce n'est pas l'intérêt du peuple, c'est le contrôle de... La guerre, je vous ai dit, je ne vous ai pas déminéré. Quand tu vas au Tanganyika, tu trouveras des lithium. Et Kabila, avant son départ, il avait négocié, selon nos câbles, des sources crédibles, un grand marché avec l'Australie. Aujourd'hui, l'Australie, quand tu vas en Australie, tu vas à Melbourne, tu vas à Sydney, ils n'utilisent plus les véhicules à carburant, à combustion ici. C'est plus les véhicules électriques. Donc, la guerre est très complexe. Alors, il faut aujourd'hui, les pouvoirs Tshisekedi veulent contrôler ces provinces. Donc, Zoé Kabila est parti, ça sera Richard Mouyej demain, et le lendemain, retiens-le, ça sera Jacques Kiaboula. Donc, il est très important pour les pouvoirs de Tshisekedi de contrôler les grands Katanga. Mais là, vous comprenez quand même, je sais que vous ne croyez pas en Tshisekedi, hein, vous comprenez le combat de M. Tshisekedi de pouvoir contrôler stratégiquement et politiquement le grand Katanga?
Mais oui, les contrôler au bénéfice de la République. Je vous ai dit ici, nous avons une économie non diversifiée qui repose sur les minerais. On a un programme triennal de Samachou chiffré à 36 milliards de dollars. Samachou, vous voulez parler de Samalokonde? 12 milliards là. Si Samachou, je rappelle que c'est Samalokonde. Oui, Samachou, c'est pas moi, ce sont les jeunes filles de Kinshasa aujourd'hui qui l'appellent Samachou, qui m'ont dit Yves Bouillard, nous avons quitté d'un Premier ministre Pépé, nous avons un Premier ministre jeune et qui s'appelle à 43 ans à peine, Samaloukonde, et nous les jeunes filles, nous l'appelons Tonton Samachou. Et moi c'était interprétateur, et je me suis dit non, je vais prendre, c'est un très joli nom, et je l'appelle Samachou, donc c'est un très joli nom. Donc aujourd'hui nous avons ce budget, un programme triennal, chiffré à 36 milliards à raison de 12 milliards de dollars. Si tu sais qu'est dit, les systèmes tu sais qu'est dit, veut contrôler les Tanganyika pour renflouer les caisses de l'État, pour aujourd'hui respecter les chronogrammes donnés par Samaloukonde via soit son gouvernement, contrôlé pour l'intérêt des Congolais et les Grands Katanga, on dit bravo. Mais si c'est contrôlé, les richesses, les gisements du Grand Katanga, au bénéfice, je crois, de 2-3 individus dans l'entourage du président de la République, moi je pense que ça ne vale pas la peine de les faire. Ils pensent que il faut raisonner autre chose. Donc, Zoé est parti, je vous dis la vraie guerre, c'est la guerre des lithium. Les vrais problèmes c'est ça, c'est encore une guerre économique entre des intérêts entre Kabila et Tshisekedi. Demain ça sera Richard Mouyej, ça sera encore une autre guerre économique. Je mets entre parenthèses, pas une guerre pour l'intérêt de la nation, des Congolais, ça sera peut-être aussi une guerre entre deux individus. Ça sera le cas avec le Haut-Katanga, ça sera encore une autre guerre. Suivez les déclarations de Yuma. Vous avez vu, Yuma nous a tout dit, c'est que Yuma a dit. Yuma, on sait qu'est-ce que Yuma a toujours été dans l'entourage de Kabila, c'est l'homme fort. Je me rappelle une fois, j'étais avec Matata Ponyo dans un débat, je faisais un reportage des poches de Matata, qualifié Yuma de l'enfant gâté de la République. Vous comprenez un peu? Et les révélations que nous ont fait Yuma, on comprend comment est-ce que ces gens, la Kabylie, ont bradé, soit vendu à vil prix nos minerais. Il dit même, oui, on a tout vendu, on a tout donné aux entreprises étrangères. Et la GKMI n'a que 20% des parts d'actionnariat. C'est quand même... Et sur les 20% des parts d'actionnariat, 10% de ces parts ont été vendus à l'entreprise Fleurette. L'entreprise Fleurette, c'est l'entreprise de Dan Gettler, si vous comprenez bien. Donc, la GKMI n'a que jusqu'au moment où je vous parle, 10% d'actionnariat. Et on veut aujourd'hui renflouer les caisses de l'État. Donc, si on veut contrôler Katanga pour les intérêts des Congolais, je dis bravo. Mais si on veut contrôler Katanga que pour les intérêts partisans, moi, je pense que ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge où on voit des gens qui viennent pour renflouer les caisses, leurs poches, au détriment de l'État. Pour une fois, Yves Bouillard est en train de soutenir Félix Tshisekedi, même si vers la fin, il met des bémols. Je mets des bémols, mais je suis objectif. J'ai dit, les Congolais souffrent. On ne veut pas des guerres entre individus qui bousillent la République. Des guerres entre individus, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Des guerres entre individus, ça bousille la République se meurt et les gens souffrent. Contrôler les Katanga au profit de la population, nous disons bravo. Contrôler les Katanga au profit des 3-4 individus, de sa famille biologique, de sa famille politique, ça on dit, on ne veut pas de ça. Donc la grande information que je vous dis, ce n'est que l'élan, un départ qui est lancé, Zo a sauté. Ça sera Richard Mouyej Manguez qui va sauter. Il est ici. Il ne s'est pas encore rendu au Katanga. Voir comment cette dame-là, Fifi Masuka, se comporte déjà. Elle a reçu la bénédiction de Kinshasa. Elle a séjourné ici. Elle a été reçue par Kitenge Yezu. Politiquement, ça dit déjà beaucoup de choses. Et on connaît qui représente Kitenge Yezu dans les systèmes Tshisekedi. Alors, ça sera Jacques Yaboula, qui est tous les jours entre les deux avions. Il est à cheval entre Kinshasa et Lubumbashi. Vous savez, il est à cheval. Kinshasa Lubumbashi, Jacques Yaboula, tiens, survie, parce qu'il a derrière lui peut-être, j'apprends de mes sources, je suis journaliste d'investigation, d'après mes sources, j'apprends qu'il a jusque-là, il tient parce qu'il a encore les soutiens, l'appui de Dani Banza, qui est l'ambassadeur itinérant du président de la République, qui a aussi mouillé maillot pour Sylvestre Ilunga, pour Samaloukonde.
Si aujourd'hui Dani Banza, Jacques Kaboula tient, parce qu'il a encore jusque-là l'appui de Dani Banza. C'est ça le vrai problème. Mais il est à cheval. Il y a une pression autour de lui il doit quitter la province. Son malheur, c'est d'avoir aussi Kyungu Baba comme président de l'Assemblée provinciale. Et toi, tu vois Baba, Kyungu, fonctionner avec Jacques Kaboula, ça va poser problème. Et surtout, que la plupart de ces députés, les 43 députés du Haut-Katanga, ont tous adhéré à l'Union sacrée. Donc il s'agirait d'un simple mot d'ordre, Kaboula va sauter. Donc on laisse Kaboula du temps, il manage, il discute. Ici à Kinshasa, il a un grand soutien, il faut qu'on le dise, Perron, nous sommes des jeunes d'investigation. Selon nos sources, il a l'appui de Dani Banza qui les soutient jusqu'à preuve du contraire. Alors, Kyungu qui est là, Kyungu qui attend les moments les moments opportuns, vous avez vu, le seul verrou de Kaboula, c'était l'Assemblée provinciale. Freddy Kachoba a sauté. Et quand Kaboula l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Non, pour maintenir mon poste, j'adhère à l'Union sacrée. Mais Kinshasa, c'est que c'est quelqu'un, il fait des tapages, des actions trompe-œil. C'est vraiment quelqu'un qui est avec le système Kabila, qui est renseigné, qui est avec Kabila. Alors, son adhésion à l'Union sacrée, c'est juste pour maquiller, pour dire que Tshisekedi, mais les services renseignés ici, les personnes initiées ici, les journalistes informés ici, savent que dans les systèmes Tshisekedi, la seule personne qui protège Dani Banza, qui protège Jacques Kaboula, c'est Dani Banza, c'est clair. Et les Katangais autour de ça, ils sont divisés. Ils sont divisés sur le maintien de Kaboula à la tête du Haut-Katanga. Ça pose problème. Étant proche de Mouyambo, je sais que vous-même, vous voudrez bien que Jacques Kaboula parte pour que votre poulain, votre ami Mouyambo soit... Non, moi, j'assume, je suis très proche de Jean-Claude Mouyambo. Je l'assume. Parce qu'on sait que lui aussi, il a des visions, il orgne sur le poste de gouverneur de province. Tu as passé une émission avec lui, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'il ne s'était pas encore manifesté. Attendons qu'il puisse manifester. Si Kaboula partait, on va dire oui, mais jusque-là, je ne vois pas Mouyambo. Si Kaboula partait, vous allez soutenir Mouyambo justement. Mais les ambitions sont légitimes pour Mouyambo. S'il dit qu'il sera candidat, c'est très normal pour lui, c'est un acteur politique de taille dans les Hauts-Katanga, c'est très normal. S'il dit il part, tant mieux. Moi, je vais rester faire mon travail. Donc, les vrais problèmes, je vous dis, la guerre aujourd'hui, c'est le contrôle du Grand Katanga. Le contrôle du Grand Katanga. Vous parlez de la guerre. C'est qu'il veut voir qui est-ce qu'il doit placer. Et au Katanga, au Tanganyika et au Lualaba. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut reprocher aussi à Rocha Mouyej? Ça me pose, ça m'intrigue. Regardez ce qu'il fait au Lualaba. Je ne ferai pas des éloges de Richard Mouyej. C'est quelqu'un qui s'est très mal illustré sous Kabila, déjà étant ministre de l'Intérieur. Mais quand tu vois ses actes, ses actions, étant gouverneur, c'est à applaudir. C'est ça. On applaudit, c'est bon. Quand tu vois ce que Zoua a fait, moi je peux jamais faire des éloges de la famille Kabila, mais l'élan qu'il donne, Kaboula, peut-être, a-t-il donné cet élan? C'est ça le vrai problème. Donc, Kaboula, il tient sur base de ça, il faut retenir qu'il tient, parce qu'il a jusque-là, d'après mes sources, j'ai dit, d'après mes sources, l'appui de l'homme fort du système Tshisekedi, Dani Banza. Yves Bouya, vous parlez de la guerre, la guerre, parlons-en justement. Vous le savez, il y a 2-3 jours, le président de la République a lancé l'état des sièges. Finalement, il a nommé des gouverneurs militaires, on en parlera. Commençons d'abord par l'idée de l'état des sièges. Après 18 ans, après une vingtaine d'années de guerre, des problèmes dans l'Est, finalement, on a vraiment l'impression que la République prend la question de l'Est et de la République à bras-le-corps. Vous soutenez la démarche, la proclamation de l'état d'urgence? Pour l'unité dans l'Est de la République, pour mettre fin à ces tueries, aux exactions, au déplacement massif de nos frères et sœurs, seul instrument qui nous reste, nous Congolais, pour nous mettre ensemble, pour nous unir, je l'ai toujours dit, Pérou, c'est l'Est. C'est la question de l'Est. Là, pour moi, Yves Bouya, il n'y a pas de débat. On doit rester ensemble, unis. On doit rester ensemble. Pas de la Mouka, pas de PPRD, pas de UDPS, pas d'AFDC, pas d'ensemble. Non. C'est le seul dossier qui nous unit comme Congolais. C'est la question de l'Est. Le seul dossier. Je suis le président de la République. Je vois ce qu'il fait, comment est-ce qu'il se déploie. Oui, c'est encourageant. Il a décrété l'état d'urgence
l'état des sièges. Vous soutenez? C'est encourageant. Mais la faisabilité posera problème. C'est-à-dire, M. Bouya, c'est-à-dire, le président a détaillé les éléments sur ça. Le président a donné les éléments et il a déjà commencé à mettre en pratique tous les éléments répertoriés dans le cadre des détails de cet état des sièges. Je n'entrerai pas dans ces débats qu'il a nommé des gens de rebelles du RCD, dans plusieurs rapports, MLC, tout ça. Ça, c'est la forme du débat. Mais entrons dans les fonds du débat. Allons dans le fond, justement, M. Bouya. Dans les fonds, c'est quoi? Perrault, vous êtes journaliste, vous avez parcouru l'étendue de la République. Journaliste chevronné. Dites-nous, ici, vous n'allez pas entrer en contradiction avec moi, qu'il y a certains territoires de la République qui échappent au contrôle de Kinshasa. Ça va poser problème. Beaucoup d'ailleurs. Le contrôle de certains territoires, la cartographie pose problème. Ça pose problème. Moi, je voyage. J'ai été à Lubero, j'ai été à Beni, j'ai été à Rutshuru. On se sent congolais, on sent le contrôle de l'État congolais quand vous êtes à Goma. Mais quand vous dépassez Goma, vous allez à Beni, vous allez à Rutshuru, vous allez à Lubero, je crois, chez Kassivita et chez Julien Paluku. On ne sent pas l'autorité de l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous dis. Puisqu'il y a absence de l'État, laissons les Congolais mourir. Non. Laissons les Congolais mourir, ne lançons pas l'État. Non, ça, j'ai pas dit ça. Moi, je vais au fait. La faisabilité va poser problème. La faisabilité, c'est que le président a envoyé l'armée là-bas. L'armée va se déployer partout. Il y a des problèmes. Oui, j'en viens. Ça signifie quoi? Nous faisons face à une guerre asymétrique. L'ennemi n'est pas identifié. Oui, on doit mettre fin à ces tueries. Mais quel est l'ennemi? C'est qui l'ennemi? Qu'on nous dise, quand on va en guerre, l'ennemi est censé être connu. J'ai vu les Américains faire la guerre au groupe islamiste ici. Les Américains avaient déjà identifié l'ennemi. C'était Ben Laden. Et l'Amérique a travaillé, a mis des moyens. L'armement militaire, les ressources humaines. L'armée, l'administration américaine a mis des moyens. L'ennemi était identifié. Ben Laden, Al-Qaïda. Ben Laden, Al-Qaïda. Et jusqu'à ce qu'ils ont battu Ben Laden. Mais nous ici, quand on décrète un état de siège, c'est une guerre déclarée. Il faut les moyens. Nous en avons les moyens. Ça pose problème. Au moins qu'on nous dise c'est des questions secret défense, on ne peut pas dire oui, bravo. Mais nous sommes des journalistes, nous devons analyser. Je n'étais pas sur la faisabilité. Nous en avons les moyens. Nous sommes en situation de paiement ici, nous. En situation de Non, paiement. mais vous avez lu le Écoutez, c'est très important. Le paiement, c'est très important. Ça sont les paiements. 500 millions de dollars, réserve d'échange à la Banque centrale. Donc, si on fait une vraie guerre ici, on serait incapable de prendre en charge l'armée. Je ne jette pas de l'opprobre sur notre armée. Je dis bravo. On doit tous être unis pour cette question de l'Est. Je ne jetterai pas en pâture l'image de notre armée. Je dis bravo. Nous avons les moyens. Parce que nous faisons face à une guerre asymétrique. Dans une guerre asymétrique, les rapports de force s'imposent au niveau de l'information. Nous avons quel système de renseignement? Nous avons ici une armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière. La guerre asymétrique. Quel est l'ennemi? L'ennemi se recrute parmi la population. Les territoires qu'on ne contrôle pas. Comment est-ce que Luc Atana a été assassiné? Comment? Bien qu'on a dit ici, il n'a jamais déclaré ses déplacements. Les Martin Fayulu ici, ils sont allés en campagne. Ils sont allés à Beni. Posez la question à Mouindou Nzangi, qui était directeur de campagne de Martin Fayulu, dans l'Est. Ils ont dit au président Fayulu, président, on fait 20 minutes à Beni. Si on traîne ici, on va nous tuer ici, parce que c'était une zone contrôlée par les groupes armés. En quittant Beni jusqu'à Goma, plus de 40 personnes décédées par des seigneurs de guerre. C'est une guerre asymétrique. Il nous faut les moyens. On nous amène ici l'armée kenyenne, qui va observer peut-être. Mais dites entre nous, Perrault, les Kenyans sont des bons athlètes. C'est des bons athlètes. Où est-ce que le Kenya a déjà livré une bataille à nord? Ils ont été envoyés en Somalie pour traquer les Chebabs. Ils se sont fourvoyés dans la vente des charbons et achats.
On nous prend ces gens, on nous met ici. Non, mais on avait les Tanzaniens ici, ils nous ont Mais- quand même mais aidés. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Tanzaniens? Les Tanzaniens nous ont beaucoup aidés ici quand même. Mais après, est-ce que ça finit cette guerre? Ça n'a pas fini la guerre. Les problèmes est complexe. Nous faisons face à une guerre asymétrique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Bouya? Vous parlez, vous critiquez. C'est Quelle non, proposition? je vous dis- Faut-il abandonner la République? Faut-il abandonner les Congolais? Monsieur Tshisekedi a dit dans son discours qu'il a donné des instructions, il a adjoint les gouvernements à pouvoir mettre tous les moyens. Monsieur Mouyaya nous a dit dans sa conférence de presse que les moyens, il y en a. Toutes les dispositions ont été prises pour que notre armée fasse un bon travail Mais sur vous le savez terrain. que les- Vous êtes dubitatif, Vous vous êtes en savez- train d'égrener les problèmes. Moi, vous je- égrenez les moi, je problèmes. vous Les parle. solutions, c'est quoi? Moi, Qu'est-ce qu'il faut faire? moi- Il faut abandonner l'État. Moi, je vous ai dit quoi? J'encourage. Mais j'apporte des critiques aussi sur la faisabilité. J'encourage l'initiative. Mais c'est des questions très normales. J'ai dit une guerre asymétrique. Les présidents de la République disent oui, c'est eux tous unis. J'ai dit bravo. Mais c'est qui l'ennemi? Quel est l'ennemi? C'est qui l'ennemi? C'est eux tous soudés ici. J'ai dit bravo. Mais il y avait une marche de la Mouka ici. Réprimée dans les sangs. Le président de la République nous dit on doit tous être réunis. Ce n'était pas une marche politique. C'était une marche de solidarité et de solidarité. Réprimée dans les sangs. Il y a eu nos frères et sœurs à Béni, devant la mairie de Béni pendant des jours et des jours. Comment est-ce qu'ils ont été traités? Gazés même, des petits enfants. Et comment est-ce qu'on peut être soudés déjà sur cette question? Quand déjà les hauts sommets de la République, ils donnent des exemples qui blessent. Réprimer des marches, des élèves gazés. Et tu vois, cet élan, ce tissu, cette fibre patriotique va se construire. Moi, j'ai dit bravo, j'ai dit au président de la République. Bravo pour les initiatives. Bravo pour l'armée kenyane. Vous dites bravo, mais Martin Bravo pour les moyens. Moi, je ne suis pas acteur politique. Fayulu n'a pas dit ça. Non. Moi, Vous avez lu le tout dernier communiqué de Martin Fayulu et Mozito. Est-ce qu'il faut absolument avoir un son discordant, même quand la vie des gens est en danger? Moi, je ne refuse pas. Mais c'est des préalables posés par Martin Fayulu. Ils ont dit, lui, à Adolphe Mozito, qu'est-ce qu'on fait des armées étrangères qui sévissent ici, qui habitent ici? On nous embarque l'armée kenyane. L'armée kenyane, qu'elle vienne ici, qui va s'installer ici. Qu'est-ce qu'elle a de sophistiqué plus que la MONUSCO? Dès que des fois la MONUSCO prête les flancs, selon les habitants, à ces tueries, à ces massacres. Qu'est-ce qu'elle a de si sophistiqué plus que les Nations Unies? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'on fait de ces groupes armés ici? Je n'ai pas de contrôle des territoires. Les Kadeko, le mouvement Kadeko, sont allés jusqu'à Bounia. Tu vois, je n'ai pas de contrôle des territoires. Installer même leur drapeau. Donc il fallait absolument avoir un son discordant. Moi, Fayulu, pour des raisons d'existence, lui et Mozito, ils devaient aller le ailleurs. problème de Fayulu et Mozito, c'est clair. Nous faisons face à qui? Identifiez-nous l'ennemi. Aussi, l'ennemi ne sera pas identifié. Ça va poser des problèmes. La cartographie des territoires posera toujours des problèmes, Perrault. On va s'en sortir comment? Nous allons s'en sortir comment? L'autorité de l'État pose problème. Alors, tu vous dis, moi, Yves Bouya, que je fasse les Alléluia, Amen, quand nous sommes dans une église? Non, je dois pousser pour mes réflexions. Une guerre asymétrique, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas de l'infiltration de l'armée. Ça pose problème. Depuis on a connu l'opération DDR avec les brassages. On a connu l'infiltration, les Rwandais, les Tutsis, les Tanzaniens dans l'armée congolaise. Alors, dis-moi. Moi, j'ai dit bravo au président de la République, mais la faisabilité va poser les problèmes. Les moyens. On trouvera l'argent où? Il faut entretenir cette armée kenyenne. Au moins qu'il y a des questions qui relèvent des secrets d'État. On ne peut pas nous dire, mais nous sommes les gens où on doit nous poser des questions. Ils vont vivre comment? On risque d'avoir des troupes kenyanes ici, arrivées ici, s'installer. Mais tu sais, moi ce que je reste d'investigation. Tu sais que Joao Lourenço, en Angola, a connu ses problèmes. Il a envoyé une brigade angolaise, en Guinée, je crois. La brigade angolaise se rend en Guinée, s'installe. L'Angola avait de très sérieux problèmes pour prendre en charge cette brigade. L'armée angolaise s'est installée là-bas. Leurs femmes et enfants sont allés faire un sitting devant les parlements angolais, réclamant le retour de leur mari.
Vous avez quelle était la réponse du Parlement angolais? Joao Lourenço a hérité de cela. Mais c'était activé sous Eduardo dos Santos. Que nous n'avons plus les moyens pour prendre en charge ce contingent angolais là-bas en Guinée. Ils sont restés là. Alors on nous apprend les Kenyans ici, qui sont des bons athlètes. Même armée Nabicho au Congo et l'équipe l'armée kenyenne. En termes d'équipement, en termes d'information et tout qu'on sort. Je te mens pas. Il est qui l'armée kenyenne? Je suis pas spécialiste. Non, je te mens pas, je dis la vérité. Le spécialiste. Je te mens pas. Je un spécialiste militaire. Maintenant, on amène ces gens ici. Ils s'installent. Les moyens, il y a besoin pour moi en charge, ça sera comment? Type de coopération, c'est quelle coopération? Entre nous et les Kenyans. Qu'on nous dise ça. C'est des questions où il faut pas le blâmer. C'est quel type de coopération? Donc moi, je crains, il va s'installer. Ah ouais. Allez, il y a une brigade sur là, je ne confirme pas. Il y a la brigade soudanaise, ils comprennent, il y a une brigade tanzanienne, il y a la brigade soudanaise, il y a sud-africain, et puis à moi, Madame, Monsieur, vous le vrai problème, s'il faille soutenir les autorités dans cette démarche, nous Congolais, nous devons soutenir. Mais il faut que certaines questions soient élucidées. Si ces questions ne sont pas élucidées, on va toujours entrer dans ces mêmes débats de faisabilité. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit Yves Bouya, journaliste, analyste et éditorialiste. Et donc avec nous, c'est avec lui qu'on fait la ronde de l'actualité politique. On va bientôt terminer cette émission. Mais Yves Bouya, laissons un peu la politique, parlons aussi social, parce qu'on nous reproche beaucoup ça. Vous êtes Kinois, vous vivez à Kinshasa, il y a un sérieux problème avec Madame Fatouma, je crois, directrice ou coordonnatrice, je ne sais pas comment on les appelle, directrice chargée des missions. Ah, elle n'est pas directrice du marché de l'UFA. Elle est chargée des missions et elle est chargée de mission adjointe. Elle est chargée des missions. Chargée des missions. Donc, au marché de la liberté. Rôle de coordonnatrice. Il y a beaucoup de problèmes. Elle a même été convoquée ici à l'Assemblée provinciale des Kinshasa. Vous êtes un Kinois, né, vous vivez ici, vous travaillez ici. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des problèmes à dire et à redire par rapport à la gestion du marché de la liberté? Tout ça part de la dernière descente du président de la République au grand marché, Zando, qui a été fermé. D'autres marchés de la capitale aussi ont pris l'élan. Des syndicalistes, des coordonnateurs adjoints, des structures qui ont dit que non, comme c'est parti du grand marché Zando, nous ici ça ne va pas, il y a des très sérieux problèmes. Moi j'ai commencé ces combats sur le marché de la liberté très longtemps. Ça fait déjà 2-3 mois que je suis dans ces combats. J'ai été approché par des syndicalistes qui m'ont brossé la réalité de ces marchés. Comment est-ce que cette dame, c'est Fatouma Mwangaza, Luhalwe, je crois. Ça c'est un nom katangé. Ça fait quand même longtemps qu'elle est là. Hein. Elle était jeune. Elle est là depuis la création du marché. Depuis 2023. Depuis 2023? Non, 2003, sorry. Depuis 2003. Quand ces marchés avaient été innovés, sous Mouzé, elle a été nommée comme chargée de mission. En 2003, Mouzé est déjà décédé, hein? Mouzé est décédé en Non, oui. Quand Mouzé est décédé, l'innovation, parce que c'était un cadeau que Mouzé avait légué aux jeunes de Tchangou, en disant que voilà, c'est un cadeau pour suite à votre résistance au mouvement rebelle AFDEL. Cette madame entre en fonction depuis 2003. Jusqu'en 2021, je crois que ça fait 18 ans qu'elle est là. Cette dame se comporte vraiment à une femme où Monique au-dessus d'elle, Moutazate. C'est un seigneur là-bas. Seigneur. Impératrice. Déjà, les recettes de ces marchés. Il y a une équipe de l'hôtel des villes qui était là enquêter. Ils ne comprenaient pas où étaient logées les recettes de ces marchés. C'est des recettes qui échappaient à l'hôtel des villes. Les enquêtes, après enquête, ils comprennent qu'une partie de cet argent est logée dans la fondation Laurent Désiré Kabila. De Jeannette Kabila ici. De Jeannette Kabila. Ça, c'est selon les enquêteurs de l'hôtel des villes. J'ai fait des bouts là-dessus. Cette dame, elle signe des contrats avec des particuliers qui s'installent dans les marchés, c'est très normal. Mais en réalité, quand je scrute les documents, ce n'est pas des contrats de bail. C'est des contrats de cession des terrains, des espaces. Elle dit
ici, j'ai devant moi un contrat. Dans l'article 3, je crois. La jouissance, je crois, article, la durée du contrat. La jouissance de la Constitution érigée et arrêtée à une date de 10 ans et 2 mois pendant lesquels... Donc, vous discutez sur un contrat, vous donnez un espace. Vous devez jouer des étoiles pendant 10 ans et 2 mois. Vous pouvez renouveler. Ça, c'est plus un contrat, ça. J'ai ça. Ça, c'est un contrat d'elle, contrat de bail, avec une entreprise, je crois, Kimbe Nile Mbassara. C'est signé ici. Pour les preneurs, pour les bailleurs, Fatou Mamangaz. Ça, c'est pas un contrat de 10 ans. C'est un contrat de cession. Les députés provinciaux, j'ai dit bravo, interpellent cette dame à l'Assemblée provinciale, c'était hier. Elle a été incapable de répondre aux questions des députés. Pour une personne qui a passé 18 ans à la tête de ces marchés. Elle a dit aux députés, accordez-moi 48 heures pour répondre à vos questions. C'est grave. Ah, vous vouliez qu'ils répondent au même moment? Mais oui, mais des questions aussi pratiques. Toi qui as passé 18 ans à la tête du marché, tu réponds, ça va t'écouler. Ça sera limpide comme l'eau de roche. Oh non, donnez-moi de 48 heures. Bon, on vous donne 72 heures. Elle doit en principe répondre le lundi. Première question des députés provinciaux, qui ont tiré leur question de la régie des contrôles urbains des marchés de la ville de Kinshasa. Parlez-nous de contrats de cession. Elle est incapable. Elle cède des étendues, des contrats, des espaces, en violant l'arrêté portant fonctionnement des marchés urbains de la ville de Kinshasa. Ça signifie quoi? Elle, quand elle signe un contrat avec un partenaire, elle doit tenir compte, informer sa hiérarchie qui est l'hôtel de ville. Tous les contrats signés, vous voyez ici, je vous donne un contrat Sonia ici, nullement c'est marqué soit un responsable, un représentant de l'hôtel de ville. C'est entre elle et les preneurs. Cette dame, elle a été incapable hier, Madame Fatouma, d'expliquer aux députés provinciaux les job description au niveau de l'ensemble du marché central. Comment est-ce que ça se passe? Qui assume tel rôle? Incapable, en 18 ans. C'est très important, Pérou. Ça, il s'agit de la vie. Politique, c'est bien, mais il faut que les Congolais comprennent comment est-ce que nos marchés se sont gérés. Les taxes d'étalage. Elle a dit aux députés, ces dames, que là, elle récolte par année 7 millions de francs congolais. 7 millions de francs congolais, ça oui. nous fait quoi? Ça nous fait à peu près, disons, 3000 $. Non, pas 3000. 3000 $. 3500 $. 3500 $. 7 millions là, les taxes d'étalage. Mais maintenant, la régie de gestion des marchés urbains de Kinshasa a fait comprendre aux députés que ce n'est pas ça les montants après enquête. C'est plus de 1 million qu'elle perçoit là. Des taxes d'étalage. 1 million de $. 1 million de francs. Par mois ou par an? Je comprends. Par mois. Ok. Donc ça ferait que par an, c'est pas 7 millions, c'est 12 millions, un peu plus de... Voilà. La taxe d'étalage s'élève à 300 francs. Au marché de la liberté. De la liberté. Ces factures avec la SNEL. Incapable d'expliquer ça. Qu'elle a un contrat de 6 mois avec la SNEL. Elle paye plus de 60 000 $ des factures. Donc la traçabilité des factures pose problème. Elle a parlé en même temps. Ça, c'est des éléments que je donne aux députés provinciaux. Des contrats. Elle a parlé de 393 contrats avec des particuliers. Mais dans ces contrats, elle a évoqué 195 contrats. Elle n'a pas dit aux députés les 295 contrats qu'elle a cachés. Un député m'a dit que les 295 contrats là pour elle, c'était des contrats sensibles. Que ça ne valait pas la peine pour elle d'élucider cela par les députés provinciaux. Pero, les recettes journalières de la journée du dimanche, ce sont des recettes qui n'ont jamais été tracées. Sans traçabilité. Ça veut dire que les gens viennent, ils vendent les dimanches, et l'argent, on ne sait pas où vont ces recettes.
Les percepteurs des recettes, 64 au total. Vous avez beaucoup d'informations. Non, moi j'ai dit, cette dame ne mérite plus ces marchés. Elle doit partir parce que sa traçabilité pose non, sa gestion pose problème. Les percepteurs, ils ont 64 percepteurs. Elle n'a parlé que des 39 percepteurs. Et les 25 percepteurs, elle n'a pas dit. Mais ces gens sont payés régulièrement par les marchés. Cette dame dit qu'elle épargne 700 000 francs la semaine pour payer les factures de la SNEL. Mais elle accuse des arriérés à la SNEL. De la SNEL. Des arriérés. Elle dit 800 000 taxes, 800 000, elle perçoit chaque 800 000 francs congolais des taxes d'assainissement. Mais elle ne paye que, selon les rapports de la régie de gestion des marchés urbains à Kinshasa, sur les 800 000 qu'elle perçoit des taxes d'assainissement, que 160 000 francs. Donc la gestion est quand même calamiteuse. Hein. La gestion c'est une gestion cabreuse et médiocre. Pero, ce n'est qu'une partie d'éléments. Il y en a d'autres. J'en ai d'autres. C'est là où je dis aux députés provinciaux, je demande au gouverneur de la ville d'activer les départs de cette dame. Sa gestion est calamiteuse. Très grave. Alors, quand elle dit aux députés de moi 48 heures, pour qu'elle vienne dire aux députés, pour qu'elle réunisse les éléments. Je dis aux députés, élus de la Tchangou, d'activer les départs de cette dame. Et puis les contrôles de ces marchés, on dit que ces marchés doivent profiter aussi aux natifs, aux jeunes de Tchangou et tout comme ça. Il n'y a aucun délégué. On dit que c'est un marché qui a quand même un statut particulier. Est-ce que ce n'est pas un marché privé, ça? Non, ça a un statut particulier pour Tchangou, pour la sélection de l'État de Tchangou. Aucun délégué des mouvements jeunesse, structure et tout comme ça, qui sont dans la gestion. Vous imaginez même Pérou, même les bourgmestres de la commune de Tchangou, de Massina, ne met jamais ses pieds là-bas. On va terminer cette émission. Donc cette dame a créé une milice, a créé ses propres gens à elle, ses propres gens à eux, qu'elle a monté à sa solde pour gérer de manière peu catholique les marchés de la liberté. On va terminer cette émission, Yves Bouya, on est à la 50e minute. Un mot sur Jean-Pierre Bemba, quand même, la succession Bemba posait sérieusement des problèmes. Hein. J'ai vu ses sœurs saisir la justice. Apparemment, Bemba, Jean-Pierre ne veut rien partager avec ses sœurs. Non, c'est un sujet qui a suscité de la polémique dans l'opinion. Mais moi, journaliste, j'ai essayé d'enquêter. Les problèmes partent d'où? C'est parce que Jean-Pierre Bemba fait face à une de ses petites sœurs qui s'appelle Angélique Bemba, qui vit à Bruxelles. Et là où elle vit à Bruxelles, elle dit, d'après mes sources, d'après mes investigations, qu'elle a été déshéritée par Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre, au départ, il n'a pas reconnu sa filiation à son père. Non. Ils ont demandé il y a eu un jugement avant du droit, je crois, des tribunaux des grandes instances de Gombe, pour qui avait exigé un test d'ADN à Jean-Pierre Bemba et à sa sœur Angélique. Sa sœur s'était exécutée, elle s'était rendue au tribunal à l'INRB, elle a passé ses tests, elle a même pris les conclusions de ces tests d'ADN qu'elle avait remis au tribunal, et Jean-Pierre ne s'est jamais pointé. Donc, il n'a jamais passé ce test d'ADN. Plusieurs procès qui ont été fixés depuis le mois de septembre, parce qu'elle avait porté plainte à Jean-Pierre ici au mois de septembre. Jean-Pierre a toujours tenté d'étouffer ses dossiers au niveau de la justice. Il ne s'est jamais présenté. Donc, les vrais problèmes partent d'où? C'est quand papa Bemba est décédé. La famille s'était réunie, tous les enfants de Bemba, papa Bemba, d'après mes sources dans l'entourage de madame Angélique, qui s'étaient tous convenus de ne pas... ils attendaient la libération de Jean-Pierre Bemba, qui était le grand frère qui était détenu à la haie. Donc on ne fait rien avant la libération de Jean-Pierre Bemba. On ne fait rien avant la libération de Jean-Pierre. Jean-Pierre Bemba sort des prisons. Ils se mettent à discuter du patrimoine des papas Jeannot. Jean-Pierre, subitement, d'après mes sources dans l'entourage de madame Angélique Bemba, s'impose en liquidateur. Et ses frères et sœurs disent, mais c'est pas normal. On attend ta libération de la haie, tu arrives, comment tu peux t'imposer en liquidateur? Pourtant, nous sommes tous des héritiers. Tu ne peux pas t'imposer en liquidateur. Il y a eu c'est dans ces entrefaits. Jean-Pierre a discuté avec quelques frères de la famille. Il les a mis d'accord, mais seule Angélique, qui l'a déshérité,
Et Angélique Teg, là, j'ai voulu la photo que je vous passe juste la photo que je vous passe, elle est SDF. Elle n'a rien. En Belgique là-bas. En Belgique, elle passe la nuit dans la rue. Elle a écrit aux structures, au mouvement des droits de l'homme ici. Notamment, elle a écrit à CAGE, elle a écrit à la ZADO, elle a même écrit aux structures qui veillent pour les droits de l'homme, les droits de l'homme et de la femme, notamment la fondation Denise Nyakero, pour dire que non, c'est quand même pas très normal. Jean-Pierre nous a soumis un test ADN, moi je me suis exécuté, lui n'est jamais venu, il n'a jamais passé ces tests, il s'érige en liquidateur, pourtant il n'en a pas les droits, et moi je suis SDF, de tous les biens, du patrimoine que compte Papa Jeannot Bemba, ici au Congo, même à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur du pays, cette dame n'a hérité. Ne bénéficie de rien. Elle n'a bénéficié de rien, du tout. Donc c'est ça le vrai problème. Ils avaient un procès en Bruxelles, d'après les proches de Madame Angélique Bemba, qui a entamé une grave défaite. Jean-Pierre a étouffé les dossiers. Ils ont eu un procès ici. Jean-Pierre a étouffé les dossiers. Donc Jean-Pierre, c'est un gangster. Il se comporte maintenant en gangster. Elle s'est dit, on ne peut pas avancer comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, moi, journaliste, avec quelques journalistes aussi, nous avons enquêté dans ces dossiers, et nous avons compris que dans ces dossiers à manger, à boire, il y a quelqu'un qui se sent lésé, c'est Madame Angélique Bemba, qui est la grande sœur, la petite sœur de Jean-Pierre Bemba, et j'apprends de mes informations encore plus proches, quand Jean-Pierre était en rébellion, de mes sources, de mes informations, je suis journaliste, des fois les enfants de Jean-Pierre Bemba étaient pris pas en charge, mais aux soins, elle prenait aux soins certains enfants de Jean-Pierre Bemba sur instruction de Papa Jeannot. Elle appelait rarement, les rares des fois qu'elle appelait Madame Angélique Bemba, disant Madame Angélique Bemba, que Madame, vous voyez ton frère en rébellion, les enfants, il faut des fois prendre en charge les enfants, et pour garder un peu cette fibre familiale. Donc certains enfants de Jean-Pierre, passés, étaient en ma campagne, chez une des sœurs de Papa Jeannot, je crois qui se trouve être à Bruxelles. Donc vous voyez un peu cette fibre familiale et que Jean-Pierre Bemba veut aujourd'hui hypothéquer. Je pense que pour la mémoire de Papa Jeannot Bemba, qui était un grand homme politique et économique, qui a eu assez de grands patrimoines ici, je peux dire à Jean-Pierre, pour éviter l'image, j'étais en pâture l'image, je pense, de Papa Jeannot Bemba, de trouver bel et bien un consensus en famille, en lieu et place que ces dossiers familiales, ces sports, ces transports dans l'opinion, je pense que ça ne serait pas bien. Donc moi, c'est des enquêtes que j'ai menées, vos câbles, mes câbles d'information, que Jean-Pierre Bemba a déshérité sa propre sœur de sang, Angélique Bemba. Il s'est transformé en liquidateur d'abord, pourtant eux l'ont entendu par bonne foi, et puis il n'a jamais voulu respecter la décision du tribunal des grandes instances qui avait dit qu'il fallait, dans un jugement en avant du droit, il fallait que Madame Angélique Bemba fasse un test ADN avec son frère Jean-Pierre Bemba, que Jean-Pierre Bemba ne reconnaît même pas comme étant sa sœur, mais elle s'est exécutée. Bemba n'a jamais dénié les faits. Donc, ce n'est pas bon pour Jean-Pierre. Moi, je suis très d'accord. Je comprends pourquoi est-ce que ces gens n'ont pas, les gens à l'image de Jean-Pierre Bemba, n'ont pas su mener un combat politique intègre aux côtés de Martin Fayoulou, parce qu'il Fayoulou, c'est rien d'intègre, et ils ont vu, ils ne pouvaient pas. J'ai compris pourquoi est-ce que ils ont voulu laisser Fayoulou dans son intégrité. Et déjà, quand tu vois, quand ces problèmes de famille sortent dans la famille Bemba, je pense que c'est des gens, quand tu vois, ça, la moralité pose déjà problème. Donc, pour stopper cette affaire, moi, j'ai conseillé à Jean-Pierre Bemba, pour que ça ne prenne plus d'autres allures dans l'opinion, j'ai conseillé à Jean-Pierre Bemba de trouver un consensus avec sa sœur Angélique Bemba, parce que quand la presse s'en mêle, ça ne va pas. Ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon, et c'est jeter en pâture l'image du vieux Jeannot Bemba. Merci beaucoup Yves Bouya, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Madame, messieurs, l'émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à mon équipe qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise de Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.